Nous sommes vendredi 23 février 2024 et c'est toujours un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi pour le rendez-vous de l'actualité sur vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Geoffroy Vaha. Bonjour, Président Kaboré. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité, pour cette semaine, nous auditionnons Ambassadeur Paul Sanduidi. Il est analyste politique, ancien maire de commune et technicien supérieur de santé publique. Avec lui, il sera question de la situation nationale, gouvernance, sécurité et diplomatie. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le juge. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est l'adoption et l'examen aussi du projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. On a vu les échanges qu'il y a eu au niveau de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, avec les explications du ministre délégué chargé de la sécurité, Mamadou Sana, qui est revenu un peu sur les raisons, parce qu'il y a le contexte de l'insécurité dans lequel nous sommes et qui intime qu'on regarde dans qui rentre, qui sort, comment et qui, au regard du temps qu'il a à séjourner ici, devrait présenter quoi ou quoi. En tout cas, c'est très intéressant en termes de raisons qui sont avancées. Maintenant, c'est sûr que ça va demander aussi beaucoup plus de rigueur et de moyens parce que il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont changeants dans nos espaces nouveaux, parce que n'oublions pas que pour ce qui est par exemple des étrangers qui viennent, lorsque cela excède 90 jours, l'étranger doit être titulaire d'un permis de séjour comme le prévoit la disposition, et que les restrictions des membres pays d'un espace communautaire dont le Burkina Faso est parti sont dispensés du permis de séjour s'ils détiennent par devers eux un document d'identité consulaire. Mais quand on parle d'espace communautaire, de quel espace? C'est peut-être sûrement de l'AUS dont on parle. Donc si c'est de l'AUS dont on parle, ça veut dire que ceux qui sont même de la CEDEAO, donc non membres de l'AUS, comment est-ce que ça va se passer? Maintenant, si nous sommes les premiers à demander par exemple des titres de séjour, est-ce qu'il pourrait y avoir est-ce qu'il pourrait y avoir des évolutions pour ce qui est de ces autres pays-là, étant entendu que pour eux, quand on regarde leur entendement, c'est qu'on a déposé, on a encore un an donc pour quitter la CEDEAO et tout. Est-ce que ça ne va pas changer les lectures? C'est des questions qu'on peut se poser de façon légitime. Et le ministre, quand il a été interrogé même sur les inquiétudes, au cas où il y a aussi des réactions, il a dit que dans ce cas de figure, il y aura aussi la réciprocité qui peut être appliquée. Mais là, si on veut parler de réciprocité, ça ne sera pas nous, parce que c'est nous qui aurons été les premiers peut-être à implémenter quelque chose. Donc on attend de voir comment ça va être vraiment appliqué tout cela, mais c'est sûr que quand on écoute aussi les raisons qui ont été invoquées, il faut accepter aussi que le contexte intime qu'on prenne plus de prudence et qu'on regarde beaucoup plus dans la façon dont les personnes entrent sur notre territoire ou en sortent. Et même les nationaux, vous voyez que on ne sortira pas comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont vraiment changé. J'espère qu'on aura aussi le temps de la communication sur ces détails-là, parce qu'on est dans un monde qui est globalisé. On est dans un monde où les gens sortent et viennent. Donc il va falloir peut-être beaucoup communiquer sur, en tout cas dans le détail, sur ces articles. Et on espère que nos plateaux, nos espaces seront occupés par l'autorité qui a enclenché ce processus-là. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour
ces avant-propos. Situation nationale, gouvernance, sécurité et diplomatie. Voici le sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Ambassadeur Paul Sanduidi. Il est analyste politique, ancien maire de commune et technicien supérieur de santé publique. Juge Géoflava, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, on n'aura pas vraiment de questions de généralité. C'est qu'on a plusieurs éléments qu'on a voulu aborder aujourd'hui. Peut-être que je vais faire l'inverse, puisque j'avais en avant-propos déjà parlé de la loi qui est passée hier devant l'Assemblée nationale. On voit aussi que derrière, il y a le jeu de nouveaux espaces qui s'y créent avec ces réalités. Vous, comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Parce qu'à la sortie de la CEDEAO, il y a la création de l'AES avec les ministres qui se sont réunis il n'y a pas si longtemps, avec les jalons qui sont en train d'être jetés petit à petit. Il y a aussi les craintes de certains Burkinabés, parce que souvent les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais c'est une vérité. Il y a la crainte de certains Burkinabés. Et puis, il y a aussi d'autres qui sont vraiment très heureux de la dynamique nouvelle, parce que pour eux, ça transpire une certaine souveraineté aussi. Vous, comment est-ce que vous appréciez tout cela? Oui, merci bien, monsieur le juge. À l'évidence, la question a l'air simple, mais les réponses sont assez délicates. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est certain, on a des inquiétudes légitimes par rapport à tous ces événements qui se sont enchaînés depuis, n'est-ce pas, la création de l'AES, le retrait qui s'en est suivi, et voyez-vous, toutes les dispositions qui sont en train d'être prises naturellement pour s'adapter. Alors, c'est tout à fait judicieux, mais je voudrais un peu revenir sur votre avant-propos, en ce sens que normalement, parce que cette histoire de retrait de la CEDEAO, ce n'est pas, il n'y a pas la pierre à jeter à quelqu'un, mais c'est la sous-région qui perd. Il est clair que si à 15 des défis n'ont pas pu être relevés, ce n'est pas à 3 ou à 1 qu'on va faire du miracle. Maintenant, que le vin est tiré et que c'est même irréversible d'après le langage officiel, ce qu'il faudrait, parce que certainement qu'on va y revenir, on n'a pas pris la mesure de la situation, on n'a pas pris des dispositions pour préparer la sortie. En tout cas, c'est mon impression, parce qu'autrement dit, la période moratoire d'une année qui a été prévue dans les textes de l'institution, n'est-ce pas, serve à examiner les modalités de sortie, comment on appelle ça, la mise en place de nouvelles formes de collaboration, ce qui n'a pas été du tout fait avant. Et c'est après coup que on se dit, écoutez, on va voir ceci, on va voir comment faire pour souffrir moins. Alors tout ça n'augure pas de lendemain certain, mais ce que le Burkina devrait faire, à mon avis, par exemple à travers cette loi, naturellement, si vous avez un pays que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire les mouvements des personnes, les entrées, les sorties, vous n'avez pas encore un pays. Mais il faut prendre garde à certaines dispositions, parce qu'en ce moment nous sommes dans l'offensive. Lorsque vous mentionnez expressément que une certaine classe de citoyens qui n'appartiendraient pas à tels espaces seront soumis, alors que notre ex-CEDEAO n'a même pas encore statué sur l'attitude à adopter les différentes, les nouvelles modes de collaboration. Bon, moi je trouve que ça pose problème. Et donc nous sommes à l'offensive, et vous avez manqué de le dire, si nous sommes à l'offensive, les autres ont le droit de la réciprocité. C'est le jargon diplomatique qui veut que lorsque vous m'opposez, en tout cas une situation qui me paraît préjudiciable, si on ne trouve pas, n'est-ce pas, un terrain d'entente, j'ai le droit de vous retourner la même situation, que ce soit en pire ou comment le dirais-je. Donc pour moi, nous devrions être dans une situation apaisée. Nous devrions avoir pris le temps, en tout cas, d'évaluer, pas seulement au niveau gouvernemental, pourquoi pas interroger des experts, interroger certaines couches de la population, certains acteurs économiques, avant d'en arriver. Malheureusement, c'est un peu
l'inverse qui s'est produit. Et je pense que ce n'est pas encore tard. Nous avons toujours le temps et l'opportunité, en tout cas, de rattraper certains ratés. Autrement dit, nous allons sauter dans l'inconnu, de mon point de vue. Mais que faites-vous des raisons qui ont été avancées pour justifier ce retrait? Il y a eu tout de même un certain nombre de raisons qui ont été avancées par les 3 pays de l'AES. Oui, les raisons, nous y sommes. En tout cas, il a été dénoncé, les sanctions inhumaines. J'allais dire, la CEDEAO n'était plus une CEDEAO des peuples. On a également annoncé le fait que la CEDEAO ne s'occuperait pas ou que n'aurait pas assisté suffisamment les États qui sont à l'épreuve du terrorisme. J'ai dit, nous avons un verre à moitié vide et qu'on peut voir à moitié plein. Parce que dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Revenons sur ce qui peut être tangible, objectivement vérifiable, l'épreuve des sanctions. Alors, ces sanctions qui sont dites aujourd'hui inhumaines, je n'ai pas du tout l'envie ou le besoin de défendre la CEDEAO, loin s'en faut, c'est même pas utile. Mais ces sanctions qui sont dites inhumaines, aujourd'hui, ce sont les mêmes sanctions que la CEDEAO a appliquées pour faire partie de Yahya Jammeh. En 1997, lorsqu'il s'est accaparé des élections, en tout cas contre le cours des résultats. C'est la même chose qui a été appliquée contre Laurent Gbagbo lorsqu'il s'est, en tout cas, emparé du pouvoir au-delà du verdict des urnes. C'est la même chose qui a été, en tout cas, comment on appelle ça, implémentée au Libéria, en Sierra Leone, pour amener la paix. Alors, je veux dire que ce ne sont pas, on peut dire aujourd'hui, on peut exprimer son opposition à l'application de ces sanctions, mais on ne peut pas faire imaginer que ce sont des sanctions qui ont été improvisées pour punir des États ou pour régler des comptes. Ces sanctions-là ont toujours existé. Ces sanctions-là ont rendu un bien grand service aux pays africains et qui, aujourd'hui, parce que je ne m'imagine pas un Libéria, une Sierra Leone, la Côte d'Ivoire ou la Gambie, aujourd'hui, sans l'intervention de la CEDEAO, je ne sais pas où est-ce que l'Afrique de l'Ouest en serait aujourd'hui. Et donc, ces sanctions, si à un moment donné, compte tenu de la géopolitique, parce qu'à l'époque, c'était efficace, parce que la Gambie ou la Côte d'Ivoire, contre qui ces sanctions étaient prononcées là, c'était des pays pris individuellement. Aujourd'hui, après le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger plus tard, mais ça fait un bloc. Alors, lorsque vous avez à sanctionner, comment on appelle ça, c'est un peu j'ai fait un peu ce milieu-là, dans le milieu carcéral, où on proscrit des sanctions collectives. Parce que vous risquez de susciter des rébellions ou des manifestations de masse que vous ne pourrez pas contrôler. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose est que si à un moment donné, le besoin de revoir le fonctionnement de l'institution s'impose, naturellement c'est de l'intérieur. Parce que nous sommes des pays membres à part entière, rien ne nous évite, rien ne nous exclut la possibilité d'interpeller la CEDEAO et de renégocier, parce que c'est les traités que nous avons ratifiés, que nous avons approuvés. Et donc, je rappelle que ce soit en 2010 contre la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, que ce soit en 2017 contre Yahya Jammeh, et même le Mali en 2012 contre un certain capitaine qui s'était également emparé du pouvoir, où ces sanctions face à Sanogo, où ces sanctions ont été efficaces là. Mais le Burkina, le Niger et le Mali ont voté ces sanctions. Ils ont approuvé ces sanctions-là. Et donc, ça ne peut pas être aujourd'hui une sorte de surprise générale. On peut comprendre, encore une fois, que compte tenu d'une certaine dynamique et d'une géopolitique aussi, parce qu'à l'époque, la Russie n'était pas, en tout cas, implantée de cette manière-là en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, tout ça est à prendre en compte. Donc, s'il y a problème, je pense que la meilleure façon de le résoudre, ce n'est pas en claquant la porte, mais en travaillant à faire évoluer ces textes en fonction des réalités qui sont les nôtres. Juge Favara. Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas franchement refaire le débat, mais
les sanctions, même quand on écoute certains présidents encore de la CEDEAO, ils trouvent que ça a été quand même assez dur. On a écouté celui béninois, togolais et tout. On voit que là-dessus, les postures même ne sont pas forcément unanimes. Il y en a qui trouvent qu'il faut vraiment revoir les sanctions qui ont été prises parce que elles ciblent beaucoup plus les peuples et cela a des effets qui sont forcément pas ceux voulus au départ. C'est ça. Et il y a aussi un élément qui est quand même pour moi aussi principal, c'est la question d'un espace communautaire certes géré par nous, mais derrière lequel il y a comme un bras et des injonctions venues d'ailleurs. Ça, c'était un élément, quand on regarde, c'est vraiment l'élément fort en termes de lecture qui est fait par les pays membres de l'AES. Ils ont l'impression que quand on prend les décisions qui sont prises, qui logiquement ne devraient pas l'être, quand on regarde leurs conséquences, il n'y a seulement qu'à punir, ou la volonté de faire punir, et la CEDEAO n'est qu'un outil dans les mains d'une puissance avec laquelle ces pays-là ne se sentent pas à l'aise. Bien, moi aussi je le constate comme vous, mais je ne suis pas forcément de l'avis de ceux qui pensent que la CEDEAO n'est qu'un machin à la disposition de certains impérialistes qui le manipulent. Disons les choses comme elles sont. Si on pense à la France, en tout cas, moi en tant que par exemple président de l'État fédéral du Nigeria, qui n'est pas francophone, je ne sais pas pourquoi est-ce que je me laisserais dicter ma conduite par exemple une certaine France. Je dis les choses telles que je le pense. Ce n'est pas forcément la réalité. Mais je vais dire le plus grand mal aussi de nos institutions, je l'ai dit, nos organisations sous-régionales, c'est le financement. Et je pense que la plupart du temps, lorsque l'organisation sous-régionale élabore certains projets, que ce soit des interventions ou des projets de développement, la plupart du temps, elle a recours à des partenaires financiers. Et c'est un peu comme nos pays pris individuellement. Si dans la plupart du temps, vous avez recours aux finances d'un pays tiers, d'un pays ami, ben, il va de soi que ce pays tiers-là ne va pas se borner de vous financer et de vous donner d'eau. Il fera en sorte à vous donner les finances, mais aussi à faire asseoir une certaine, j'allais dire, une certaine influence. Et ça, ce n'est pas propre à la CEDEAO. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ce qu'on aurait pu faire, au lieu de jeter le bébé avec l'eau du pain, tout ça pourrait être revu. Tout ça pourrait être repensé à l'intérieur parce que, comme on le dit, aujourd'hui on a l'impression que les pays qui sont sous le régime de ces sanctions-là l'ont été, j'allais dire, par improvisation d'une initiative de la CEDEAO. Non, ce sont des mesures que ces pays-là ont approuvées au moment où ces mesures ont été présentées. Maintenant, l'efficacité des sanctions et la diversité des points de vue même des acteurs, c'est-à-dire les chefs d'État qui composent la CEDEAO, rassurez-vous, moi je ne suis pas avec eux, mais je sais que quand vous prenez une sanction, vous avez bon espoir que ça aboutisse. Là où ça coince, et surtout avec le cas du Niger, mais si jamais c'était entêté, écoutez, la population aurait souffert. Mais on a dit de lui tous les qualificatifs du monde, c'est un dictateur, il ne pense qu'à lui. Mais quand il a vu que ça l'est caillé, il est parti. C'est la même chose pour le capitaine malien de 2012. Lorsque les sanctions ont été telles que c'est lui-même qui a reconnu que c'était plus tenable, il a rendu le tablier. Mais au Niger, comme je vous l'ai dit, il faut quand même qu'on garde à l'esprit que le contexte de 2012, où le cas malien était solitaire, le Gambien, la Côte d'Ivoire également, c'était des cas à part, isolés. Le cas du Niger est beaucoup plus complexe parce qu'il intervient à la suite de 3 premiers putschs. Et ces 3 transitions militaires-là, mais se sont données pour engagement d'appuyer celui qui vient de les rejoindre. Dans ce sens-là, mais le Niger, enfin, ceux qui ont fait le coup d'État au Niger se sont sentis ragaillardis. C'était du kit au double.
Dans ce cas de figure-là, mais vous savez généralement que quand les sanctions sont prononcées, en dehors des gels des avoirs et des interdictions de voyager, mais les sanctions économiques frappent naturellement les populations. Et l'objectif, ce n'est pas de frapper les populations, c'est d'amener... Les populations qui également ont montré leur soutien vis-à-vis du CNSP du Niger. Et je n'en disconviens pas. Nous connaissons la réalité des soutiens. En tout cas, en Afrique, en dehors du coup d'État de Sankara, où le lendemain, on a trouvé des gens qui pleuraient dans la rue, dès lors qu'il y a un coup d'État, mais ce coup d'État prépare en même temps ces relais, ces soutiens, de telle sorte qu'on sorte pour applaudir. Ce n'est pas un problème. Ils ont eu du soutien interne, je n'en disconviens pas, mais il y a également une constante géopolitique qui est telle que les sanctions qui ont produit leurs fruits en 2012 et en 2017 au Mali, en Gambie, ne pouvaient plus prospérer parce que les 3 États ou les 4 mis ensemble sont plus forts mentalement, politiquement et même stratégiquement. Et donc là, il va de soi que ces mesures-là soient révisées parce que de toute façon, on se retrouve avec une population dans le dos pour laquelle la CEDEAO compte quand même rétablir un certain droit. C'est-à-dire ce droit-là de choisir les dirigeants, en tout cas, qu'elle souhaite pour cette population. Malheureusement, c'est l'effet inverse parce que la population se sent visée par ces sanctions. Et là, c'est une dynamique qui est là, qui doit être prise en compte par la commission de la CEDEAO. Parce qu'autrement, ça ne peut plus fonctionner comme dans les cas où comment on appelle ça, les problèmes de déstabilisation étaient liés à des pays pris individuellement, de mon point de vue. Alors, on l'a dit dès le départ, c'est désormais un chemin de non-retour. Les 3 pays se sont retirés de la CEDEAO. Ils ne se sentent d'ailleurs pas liés au niveau des conditions de retrait, le délai d'1 année qui a été imposé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique. Il y a eu cette rencontre de concertation des ministres en charge des affaires étrangères de l'AES. Il y a eu récemment la rencontre des sociétés d'électricité des pays membres de l'AES qui ont proposé la mise en place même d'une centrale nucléaire. Aujourd'hui, en termes de perspective, comment est-ce que vous entrevoyez l'AES? En tout cas, l'AES, sous la forme qui nous a été présentée, est une bonne chose. Et là où je marque des inquiétudes, des réserves, c'est parce que pratiquement, moi j'ai l'impression qu'elle a été créée pour faire le deuil du divorce avec la CEDEAO. En ce moment, il y a des soucis, et ces soucis-là, ce n'est pas lié à une quelconque nostalgie par rapport à la CEDEAO. C'est une réalité qui est là. Et comme je le disais, à 15, si on a des difficultés à relever les défis, à 3, c'est encore pire. Maintenant, les perspectives, il faut avouer que je n'aurais pas aimé, je n'aurais pas souhaité être dans le gouvernement des 3 pays de l'AES. Parce que, comme vous l'avez dit, le départ, le retrait est irréversible, comme ils l'ont dit. Ils ne se sentent liés par aucun délai, alors que ces délais avaient été prévus pour adoucir, n'est-ce pas, harmoniser les vues et arrêter les nouvelles modalités de coopération. Maintenant, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Alors, il faudra aussi, comme je le disais, par rapport à l'avant-propos du juge Vaha, il faudra qu'ils sachent quand même rester modeste et surtout se garder d'aller à l'offensive à tout moment. Parce que les autres aussi qui sont restés dans cette CEDEAO que nous avons quittée, ils ont aussi les mêmes droits. Mais je crois que nous allons savoir raison garder, je parle des 3 régimes, et faire en sorte à ce que, pourquoi pas, éventuellement, ils ont dit que c'est irréversible, mais en tout cas, moi, je nourris l'espoir d'une réconciliation ultérieure, en tout cas, qui ne ferait que... Parce que l'AES, comme on l'a dit, contrairement à tout ce qui est chanté, à gauche comme à droite,
de mon point de vue, la création de l'AES n'est pas du tout antinomique de l'appartenance à la CEDEAO. Loin de là. Mais lorsque ça s'est fait, avec les réalités que nous avons, il faudra, parce que c'est une réinvention de notre avenir, de notre développement. Les autres, on peut très bien nourrir l'espoir qu'on aura une bonne collaboration, mais nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas préjuger de la qualité des rapports que nous aurons avec eux, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore, appréhender toute la mesure de la situation. Je vous sens assez pessimiste sur la question de l'AES. Je vous sens assez pessimiste quand je vous écoute, alors que pour moi, c'est un nouvel espace qui se crée avec un dénominateur commun qui est celui de ce que ces pays traversent ensemble. La question du terrorisme, la question de leur choix en termes de coopération, de leurs options. Je crois que c'est se réinventer, mais sur la base de ce que nous avons vraiment de particulier ensemble. Quand vous regardez ces pays, c'est le Mali, le Burkina, le Niger, ils font face à la même réalité. Vous regardez les autres pays membres de la CEDEAO, et la critique qui est faite n'est pas forcément fausse. Chacun ne voulait pas voir ce terrorisme arriver chez lui, mais tant qu'il était confiné ailleurs là-bas, lui, c'était pas son problème. C'était un peu cette réalité. À quoi sert de continuer d'appartenir à un espace lorsque, sur certaines questions qui sont majeures chez vous, c'est comme si débrouillez-vous. Ça aussi, c'est une réalité. Est-ce qu'ils n'ont pas eu la clairvoyance de se dire, bon, au lieu d'être mal à l'aise quelque part, mettons-nous à l'aise en nous mettant ensemble, parce qu'on a les mêmes problèmes, et puis réfléchissons crânement. Si on est trois et qu'on va sur les questions de coopération, c'est mieux qu'on soit seul à pouvoir discuter. Si on est trois, on peut revoir de façon plus sereine comment nos armées coopèrent, comment est-ce qu'on va sur certains sujets, même de développement et tout. Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas logique, ça? Non, la création de l'AES en elle-même, c'est même légitime. C'est légitime parce que ce sont ces trois régimes-là qui ont la responsabilité non seulement de restaurer la sécurité, de pourvoir au développement et de s'attaquer à toutes les autres questions connexes de la vie des nations. Ça, c'est tout à fait normal. C'est mon souci, mon inquiétude est liée à la façon dont on s'y prend pour pouvoir, j'allais dire, nous défaire de ce qu'on ne veut plus jusqu'ici. J'ai l'impression que vous dites en même temps que l'AES ne peut réussir que si on s'arrange pour avoir un genre de cordon avec la CEDEAO qui soit gardé. J'ai l'impression que c'est ce que vous dites, que sans CEDEAO aussi l'AES ne pourra pas marcher. Non, je ne le dis pas. Mais l'AES a une obligation, c'est même vital pour l'AES, de continuer la collaboration avec la CEDEAO. Ce n'est pas nécessairement renoncer à son nouveau statut. Avec les États membres. Voilà, justement, avec les États membres de la CEDEAO. Voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'elle n'en a pas le droit, ce n'est pas que ce n'est pas légitime. Mais pour y aboutir, on devrait aller au-delà des slogans. Se dire, ok, il y a eu un divorce à un moment donné. On ne partageait plus les mêmes valeurs ou les mêmes préoccupations. Nous sommes partis. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, entre les trois, comme je l'ai dit, l'AES n'a plus besoin de se faire prier pour pouvoir adopter ou du moins faire marcher ce qui a échoué au niveau de la CEDEAO. Maintenant, vis-à-vis des pays membres de la CEDEAO, c'est un juste équilibre. C'est un mariage d'intérêt qu'il va falloir renouer avec ces pays-là. Et de mon point de vue, cela est d'autant plus essentiel au regard de notre dépendance vis-à-vis de ces pays également. Que ce soit notre dépendance ou de l'interdépendance, c'est selon, mais nous avons beaucoup d'intérêt dans ces pays-là à faire valoir ou à préserver. Nous avons beaucoup d'attentes. Et c'est en soignant notre collaboration, notre coopération, en évitant, comme je le disais là, d'être à l'offensive, parce que même si nous ne faisons plus partie de cet espace-là, on ne peut pas le contourner. Que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit même dans la sécurité, il est clair que
le plus gros du travail devrait se faire au niveau de l'AES, mais nous ne pouvons pas nous passer de la collaboration avec les pays tiers. Parce que nul ne sait comment le terrorisme va évoluer, nul ne sait demain de quoi notre avenir sera fait. D'accord. Mais en même temps, ce sont ces postures-là qui ont fait évoluer celles des pays membres de la CEDEAO. C'est-à-dire que de l'ostracisme, de la pression, on est passé maintenant à l'ouverture à une négociation, à être prêt même à tout, pourvu que vous reveniez. C'est le discours qu'on a maintenant pour ce qui est des pays membres de la CEDEAO. Non, ne partez pas, on peut toujours arranger, les sanctions on va revoir. Alors que ça, on ne l'avait pas avant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autocritique même que devrait se faire, notamment les chefs d'État de ces pays membres-là, qui ont été quand même aveuglés à un moment donné? Aveuglés, je ne crois pas. Ça a été reconnu par certains chefs d'État. Vous allez me dire encore une fois que c'est une posture de défense. Voyez-vous, ce qui a coincé, il faut quand même qu'on le dise, ce qui a coincé pour ces trois pays-là, c'est le fait que les situations se sont posées presque au même moment, pour trois pays à la fois. Alors là, l'addition est salée. Et ce qui est plus compliqué, c'est le fait, c'est parce que la CEDEAO a voulu coûte que coûte, réglementer la dévolution du pouvoir dans son espace, au niveau de ses membres. C'est ça le nœud du problème. La CEDEAO, si elle ne s'était pas attaquée au mode de dévolution du pouvoir, à comment on accède au pouvoir, aujourd'hui nous n'en serions pas là. Maintenant que c'est posé, c'est comme je vous l'ai dit, puisque ça marchait au niveau des pays pris individuellement, alors pour trois pays, ça devient un gros morceau, et comme je vous le disais, avec une géopolitique qui n'est plus la même qu'en 2012 ou en 2017, alors c'est clair que je ne vois pas ça comme un échec de la CEDEAO, mais c'est une remise en cause qui était nécessaire. Et de mon point de vue, sinon, comment on appelle ça, ce qui est gênant, c'est le caractère irréversible du retrait qui pose problème. Si le retrait avait été, introduit, dans le respect du délai qui était imparti, ces sanctions seraient certainement levées et on aurait trouvé un terrain d'entente sans que nous ayons besoin de renégocier des accords avec les pays membres parce qu'on y est toujours, et étant entendu qu'on ne nous interdit pas, étant membre de l'espace CEDEAO, d'avoir en tout cas une autre organisation comme l'AES qui peut fonctionner à merveille d'un point de vue sécuritaire, même d'intégration. Et je pense que dans cette situation-là, nous aurions gagné. On aurait gagné non seulement à faire baisser la tension entre la CEDEAO et nos pays qui étaient en porte-à-faux avec la réglementation, mais on n'aurait pas à renégocier et à revoir notre collaboration avec ces pays pris individuellement. C'est cela mon propos, en fait. Ça veut dire que ce qu'on a rompu, mais ce n'est plus nécessaire, parce que probablement, comme ils ont dit que ce n'est plus réversible, ça veut dire qu'ils n'y retourneront plus. Alors que s'ils n'étaient pas partis, avec le risque, le problème de la CEDEAO, parce que le départ fragilise nécessairement. Et ça crée, pour une institution qui était vue comme étant, en tout cas, malgré ses dysfonctionnements, était la meilleure de l'Afrique, si elle se retrouve amputée de 3 membres, psychologiquement, pour le moral, ce n'est pas bon. Du point de vue de l'intégration, ce n'est pas bon non plus. Alors qu'on aurait pu sauvegarder tous ces acquis-là, non seulement en faisant revenir la CEDEAO sur la dynamique des sanctions, en y restant, tout en travaillant, n'est-ce pas, à perfectionner notre AES, qui nous est propre. C'est cela le raté, de mon point de vue. Si les trois là avaient réussi à faire infléchir la CEDEAO, à revenir sur les sanctions, à redéfinir des modalités de gestion, de fonctionnement, tout en étant engagé dans l'AES, moi je trouve qu'on aurait gagné non seulement les pays, mais aussi les populations et tous les acteurs qui sont dans la sous-région. Quand vous dites on aurait gagné, je pense que ce n'est pas des tentatives qui ont manqué. On se rappelle, il y a plusieurs mois, en ce moment, c'était Mme Olivia Rwamba qui occupait le ministère des Affaires étrangères. Il y avait Diop
du Sénégal, du Mali, ils avaient fait un communiqué conjoint demandant aux pays membres de la CEDEAO de reconsidérer leur position concernant ces pays qui étaient sous sanctions. Ils voulaient même réintégrer les instances décisionnelles et tout. Ils avaient posé un certain nombre de problèmes. Et ils avaient interpellé sur la façon dont ils sont traités dans cet espace-là et puis le manque de compassion qu'ils ressentent dans les turpitudes qui sont les leurs et les postures. Mais il n'y a rien eu. En fait, les lignes ont commencé à bouger que lorsqu'il y a eu la décision un dimanche et d'informer qu'ils quittent l'espace. C'est là où on a eu l'impression que ces autres pays membres de la CEDEAO se sont dit ils peuvent aller jusque-là. Parce que on avait l'impression que pour eux, c'était pas possible. Et puis, dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on tente un retour? C'est une voie assumée. C'est une voie assumée. Il faut le faire pleinement. Très bien, elle est assumée. Je n'ai rien contre. Mais elle comporte des inquiétudes et des lendemains que personne ne maîtrise. C'est à cela que je dis que... Ne dis pas personne, parce qu'on entend quand même nos autorités, pour ce qui est du Burkina, du Mali, ils nous rassurent que d'abord, c'est une décision mûrement réfléchie et on a vu les échanges qu'il y a eu notamment avec les opérateurs économiques et certains autres composants de la société, à leur expliquer un peu le pourquoi des décisions, et la communication est faite qu'on vous accompagne dans ces décisions, on sera prêt. C'est ce qu'on a vu comme échange récemment. Justement, là où je ne me retrouve pas avec vous, c'est sur l'approche. Il y a eu déjà un cas similaire au niveau de l'Union européenne, le Brexit. Là, ce sont les peuples du Royaume-Uni qui ne se retrouvaient pas sur le plan de l'immigration, sur le plan du partage des charges et autres, comment on appelle ça, la politique agricole commune et autres, qui ont poussé, n'est-ce pas, leurs leaders à aller vers le Brexit. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que les dirigeants, dans ces conditions-là, n'avaient même pas le choix. Ils ont essayé de différer, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que pour avoir les prochaines élections, il faut acter le Brexit. Mais avant d'y aller, c'est pratiquement la même chose que le système de la CEDEAO. Alors, lorsque le référendum est passé, 52%, on n'est pas parti le lendemain avec effet immédiat ou, comment on appelle ça, irréversible. Non. Quand les populations étaient, comment on appelle ça, consultées, lorsqu'elles se sont prononcées, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place avec Bruxelles pour étudier, de telle sorte que, engagé depuis 2016, c'est autour de mai-juin 2021 que comment on appelle ça, les effets du Brexit sont entrés en vigueur. Donc, pour moi, si nos différents régimes du Mali, du Niger, comme du Burkina, si on n'avait pas fait dans l'émotion, permettez-moi le terme, on aurait obtenu la levée de ces sanctions et on serait resté dans la CEDEAO tout en ayant l'attitude-là de nous organiser comme nous voulons dans l'AES. C'est ça mon problème. Mais maintenant, parce que, par exemple, pour le Premier ministre, normalement, ce n'est pas après le retrait irréversible qu'on se concerte avec comment on appelle ça, les opérateurs économiques. Je regrette. On devrait échanger, on devrait les écouter, on devrait prendre en compte, et pas seulement que. C'est quand même un sujet d'envergure nationale et même supranationale. Je pense quand même que des concertations préalables, on va encore me coller l'étiquette, les politiciens aiment toujours. Non, ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit quand même d'un dialogue intérieur parce que ça nous engage et ça engage la postérité. Est-ce que vous voyez? Maintenant que ça, ce n'est pas fait, c'est ça qui fonde à poser des réserves parce que véritablement, nous le souhaitons bien parce que nous n'avons pas autre chose. Tout ce qu'il y a à défendre, c'est l'AES et souhaiter que ça se passe bien et qu'on s'intègre mieux dans l'AES. Mais ce qu'il faut dire, le problème de nos pays et de nos organisations, si au niveau de l'AES, les pays ne sont pas disciplinés, les pays ne respectent pas leurs engagements, il y aura également des retraits sans possibilité de retour. Ça, c'est clair.
Parce qu'au niveau de la CEDEAO, la possibilité de partir est concédée, c'est reconnu. Maintenant, pour partir, voilà ce qu'il faut faire. Alors, un individu qui manque à sa parole, à son engagement, on sait ce que ça vaut. Mais un État, lorsque vous signez, lorsque vient le moment des difficultés, non, on ne doit pas tout claquer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que les institutions des autres endroits du monde fonctionnent mieux. L'Union européenne ne connaît pas moins de difficultés. Il y a eu un moment donné où De Gaulle a fait la politique de la chaise vide parce qu'il voyait qu'il avait des choses à perdre en intégrant l'Union européenne. Pendant un bout de temps, il n'a pas siégé, mais il n'est pas parti. La Grande-Bretagne, dont Churchill a été l'un des cerveaux de l'imagination de la mise en place de l'euro, ont été les premiers à partir. Ce n'est pas du tout interdit du tout. Mais la façon dont on le fait, en tout cas, interpelle et amène quand même les gens à se poser des questions. Est-ce qu'on a pris la peine, est-ce qu'on a pris tout ce qu'il fallait faire pour éviter des déboires ultérieurs? Je m'en voudrais de ne pas le relever. La comparaison avec la situation du Brexit, avec la réalité des pays, c'est tout de même un paradoxe total. La situation sécuritaire vécue par ces trois pays de l'AES, je ne pense pas que, côté Union européenne, la Grande-Bretagne faisait face à une telle situation sans qu'il y ait une réaction de la part de l'entourage. Ces pays ont vécu une situation sécuritaire où il y a eu une sorte d'abandon. Il n'y a pas eu de soutien visible. C'est ce qui a été reproché. On pourra longuement au cours de l'émission revenir, vous pourrez toujours revenir sur la question, mais il est prévu parler aussi de gouvernance, de la situation nationale. Et à ce niveau, il y a eu récemment cette rencontre entre le chef de l'État et la veille citoyenne. Il y a eu tout un discours où il est revenu sur des pans de la gouvernance, sur l'aspect sécuritaire. Vous, en tant qu'analyste politique, quelles ont été les clés de lecture que vous avez eues de ce discours qui a été prononcé par le chef de l'État devant la veille citoyenne? En tout cas, c'est un discours que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce que, comme on le dit ici souvent, en tant que citoyens, nous avons droit à ce que nous rendons compte de ce qui est fait, des difficultés qui sont rencontrées, de vers où on va, et surtout parce que c'est à cette condition que notre engagement peut être acquis et même, j'allais dire, amélioré. Quand j'ai écouté le président sur pas mal de sujets, que ce soit en interne ou vis-à-vis de la coopération avec le reste du monde, en tout cas, j'ai été très satisfait. Mais à la fois, j'ai trouvé une réponse à un questionnement qui était personnel. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le président ne prend pas la peine d'engager un dialogue intérieur. Parce que nous sommes en crise et parce que les défis à relever sont tels que je pense qu'un gouvernement comme celui de la transition a besoin de l'ensemble des fils du Burkina, a besoin des acteurs qu'il connaît très bien, je n'ai pas besoin de les citer. Mais il se trouve que ce n'est pas toujours le cas. Mais là où je suis un peu inquiet, c'est de réserver cet exercice de redevabilité-là, de rendre compte-là, à une frange de la population, à savoir ceux-là qui sont désignés comme étant des soutiens de la transition. Non. Je ne suis pas jaloux de l'égard que le chef de l'État porte à ceux qui sont déclarés soutiens de la transition. Moi, je ne suis pas un combattant de la transition. Je ne suis pas seul. Mais le chef de l'État, de mon point de vue, au regard des sujets, au regard de la pertinence des thématiques qui ont été abordées pendant cette rencontre-là, je suis vraiment déçu que ça le soit seulement au niveau de cet espace, que ce soit seulement à l'occasion de cette rencontre-là. Mais je pense qu'il devrait, en tout cas, s'adresser à un public beaucoup plus, j'allais dire, plus large et surtout intéresser
les différentes couches de la société du Burkina, parce que ça vaut la peine. Depuis le début de la transition, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce qu'on a toujours demandé. Un dialogue intérieur, rendre compte aux couches de la population, aux forces vives, de ce qu'il y a comme difficulté et de prendre en compte, dans la mesure du possible, les propositions qui s'imposent. Ce n'est pas le cas. En tout cas, je suis désolé que ce soit exclusivement à cette rencontre-là que ces thématiques sont développées, alors qu'elles intéressent au plus haut point et tout un Burkinabé. C'est vrai qu'on a reçu ici sur le plateau les organisateurs de la rencontre. Ce n'est pas l'initiative de la présidence, c'est ces organisations de veille citoyenne-là qui ont tenu leur rendez-vous pour exprimer leur soutien à la transition, et le président a accepté venir. Est-ce que ça change la donne? Non, ça ne change rien. Celui qui a le devoir de rendre compte de la gestion, des difficultés, des défis du Burkina, et surtout, vous savez, avec cette nouvelle donne actuellement, mais c'est le président du Faso. Mais est-ce que c'est à lui de choisir. Est-ce que ce n'est pas une opportunité? Non, le président n'a pas à attendre une opportunité pour rendre compte et nous dire les grandes orientations, en tout cas telles que ça a été développé avec les Waïens. Moi, je n'aimais pas le prononcer parce que j'imaginais que c'était péjoratif, mais comme eux-mêmes, ils s'y plaisent en parlant des Waïens et autres. Non, le président n'a pas à attendre une opportunité pour rassembler les Burkinabés, leur rendre compte, leur dire où il va et recueillir leurs avis. Le président doit lui-même se plier à cet exercice-là et créer le cadre et les conditions qui sied pour une large participation à ce qu'il faut faire pour relever les défis. D'accord. Et après, lors de la rencontre, ce qu'on retient aussi, c'est qu'il y a la volonté de voir une transition se prolonger. C'est clair que quand on regarde les délais comme prévu dans la charte de la transition, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est pas tenable. Ça, moi, c'est clair. Maintenant, chacun a sa vision de la durée de la transition. Aujourd'hui, pour vous, dans le contexte dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'on se projette ? Parce qu'il y a une charte sur laquelle il faut forcément revenir et discuter. Vous êtes un homme politique. On sait aujourd'hui qu'il y a un problème quand on parle des hommes politiques. Lorsque des consultations sont entrevues, ils opposent le fait de ne pouvoir avoir des rendez-vous avec leur base pour ne pas pouvoir parler au nom d'eux. Est-ce qu'il faut que d'abord certains éléments soient levés, c'est la condition sine qua non pour que le politique puisse participer? Comment vous vous projetez par rapport à ce qui est en train de mener comme débat? Oui, par rapport aux partis politiques, il faut quand même relever ceci. L'existence, le fonctionnement des partis politiques, c'est consacré par la Constitution. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un communiqué qui est venu interdire l'activité des organisations politiques. Qu'à cela ne tienne, et compte tenu des défis que nous avons à relever, non avaler des couleuvres tout en se donnant bonne conscience que cela contribue à soutenir l'effort de guerre, moi je ne vois pas de difficultés. Mais lorsque on est dans cette situation-là, comment voulez-vous que les partis politiques puissent, j'allais dire, contribuer au débat, à l'animation de la vie politique intérieure, tout en étant interdit, même les activités statutaires? Ils n'opposent pas le fait que c'est interdit. Ils sont interdits jusqu'à la tenue des activités statutaires. Ça veut dire qu'à terme, conformément à la loi, si on veut être stricto sensu, conformément à la loi, il y a des partis qui doivent, j'allais dire, des comptes à l'administration. Parce que les activités statutaires sont, comment on appelle ça, calées de façon réglementaire.
Mais si à un moment donné tout est suspendu, on ne dit rien, on ne fait rien, comment voulez-vous qu'on... Alors, donc je dis, pour ce qui est des élections, non, la transition, ce n'est pas, comment on appelle ça, la transition n'est pas, les élections ne sont pas une priorité pour le moment. Mais la charte a fixé l'échéance de la transition en juillet 2024. La transition a pris sa feuille de route. Elle déroule cette feuille de route-là comme elle le peut. Est-ce qu'elle rencontre des difficultés? Est-ce que la conduite de la transition est telle que ces élections-là pourront se tenir ou doivent être renvoyées? Il n'y a que la transition qui sait et qui maîtrise. Mais la transition ne communique pas. Mais comment voulez-vous qu'on lise dans une boule de cristal? C'est pour cela que je parlais du dialogue intérieur. Lorsque ce n'est pas le fait que les partis soient interdits, ou du moins les activités des partis soient interdites, qui pose problème. Il faudra, si ce pays-là, à moins qu'on se résolve à, comment on appelle ça, à interdire les partis politiques et les politiciens de l'animation de la vie politique du Burkina Faso, vous ne pouvez pas, au cours d'une transition, sachant qu'après la transition, l'animation de la vie politique revient, en tout cas, c'est ce que je pense, je suis républicain, reviendra aux acteurs politiques, vous ne pouvez pas les maintenir sous le boisseau et le moment venu, les laisser ressurgir. Mais si on pense que la transition n'en est pas une, et que les partis politiques ne comptent plus ou que les acteurs politiques ne sont plus utiles, ce n'est pas un problème, il faut le dire. Il faut le dire pour qu'on se parle, pour qu'on s'assume. Et c'est ça qui manque au niveau de la transition. Nous sommes pratiquement au thème de cette audience du tribunal de l'actualité. On va justement terminer par là en 1 minute, on vous le concède. Il y a aussi cette situation d'interpellation, d'arrestation. Il y a eu la semaine dernière un arrêt de travail d'1 journée de la part des avocats. Il y a aussi d'autres interpellations qui se sont suivies tout au long de cette semaine même. Quel est votre avis rapidement par rapport à cette situation également? Mon avis, c'est que je suis très inquiet. Je ne suis pas inquiet de partir au front. Mais je suis inquiet pour le Burkina Faso parce que ce que nous voyons est une nouveauté. C'est inédit. Le pouvoir a toute la latitude d'entendre qui il veut, de faire répondre qui il veut, sans pour autant utiliser les enlèvements. Qu'est-ce qui fait que les enlèvements ne sont pas... Personnellement, je ne cautionne pas les enlèvements. C'est anti-républicain. La République a des lois, des normes. Y compris, on me dirait que nous sommes en guerre, oui. Même au front. C'est légiférer. S'il y a des lacunes, on légifère. Mais nous sommes contre le terrorisme parce que les terroristes enlèvent les gens. Ils tuent quand ils veulent, sans rendre compte. La transition, le problème, moi en tout cas, je n'en veux pas personnellement au président de la transition, mais j'en veux à son entourage. Parce que je trouve qu'il est très bien entouré. Il y a toutes les crèmes et toutes les intelligences, mais il lui manque un personnage. De mon point de vue, il lui manque un fou du roi. Ce fou du roi-là, ce sont des farfelus comme nous autres qui venons sur le plateau, qui disent ce que nous voulons et ce pourquoi certains sont expédiés au front. Ce qu'on dit n'est pas contre lui. Ce qu'on dit, c'est une contribution au débat public. C'est une contribution pour améliorer. Maintenant, ceux qui sont autour, quand je parlais des crèmes et des intelligences autour de lui, les meilleurs avocats, les meilleurs magistrats, ne devraient pas, en tout cas, conseiller le président de la République dans ce sens-là. Parce que même si vous revenez 50 ans en arrière, dans les années 60, vous ne verrez jamais ces aspects-là. Si aujourd'hui on retombe là-dedans, il a hérité d'un pays malade, malade d'insécurité, mais aussi malade de cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes malades d'insécurité. La cohésion sociale est devenue une fracture sociale sur fond d'enlèvement
Mais quelqu'un qui aime le président doit lui dire que ce n'est pas bon. Malheureusement, non seulement ceux qui sont autour de lui, j'en suis certain, je suis persuadé qu'on ne lui dit pas ce qu'il faut, mais nous avons une société civile qui est amorphe. Parce que ceux qui sont normalement constitués, les avocats, les syndicats et autres, tous ceux qui disent sont envoyés au front. Mais il y a des gens, par exemple, que le président a le devoir d'écouter. Vous avez les religieux, vous avez les coutumiers, vous avez des forces morales du Burkina. Normalement, tout ce beau monde-là devrait se mettre au service de la présidence et lui suggérer des choses qu'il ne faut pas. Moi, je n'ai pas comment on appelle ça, je ne souhaite pas qu'après la transition, on retienne du président Ibrahim Traoré ces enlèvements, comme ce qui a prévalu au temps de Sékou Touré, le camp, rappelez-moi le nom, il y a un camp, le camp de torture de Sékou Touré. Mais est-ce que ici, est-ce qu'on a des cas de torture après des Non, je parle pas. Non, je n'ai pas parlé de. Je vais dire, Sékou Touré a été un des meilleurs, des braves Africains. Mais lorsqu'on évoque son nom, mais le centre où il détenait les gens, il torturait les gens, entache son image. Alors qu'il n'a pas fait que ça. Moi, sincèrement, je suis franc, je suis sincère, mais je souhaite que ceux qui sont à côté du président fassent l'effort, méritent leur place et disent au président que ce n'est pas bien les enlèvements. Parce que ça ne fait que creuser, ou du moins faire la fracture sociale, et ça nous éloigne du but et ça disperse les énergies. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre ambassadeur Paul Sanduidi. Il est analyste politique, ancien maire de commune et technicien supérieur de santé publique. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci bien. Merci Jojo Fava pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.